Deuxième partie de notre décryptage du bilan du commerce extérieur en RDC. Donc, si vous tombez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue. Cette vidéo fait partie de la petite série spéciale Indépendance RDC que nous vous proposons à l'occasion de ce 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, 30 juin 2022. Alors, il s'agit d'une série de décryptage de l'exercice de redevabilité du gouvernement Sama Lukonde en RDC. Et sans plus tarder, les amis, nous allons passer donc à l'épisode numéro 30. Voilà, épisode numéro 30, pour rappel, c'est cet exercice qui a permis au ministre, donc cet exercice de redevabilité qui a permis au ministre de la République de défiler à tour de rôle sur les plateaux de la chaîne nationale RTNC pour nous présenter un bilan de leur première année d'action gouvernementale. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, les amis, et on va continuer notre décryptage. Si vous avez raté le début, référez-vous au numéro précédent, c'est-à-dire le numéro 29, où nous avons fait la première partie de ce décryptage du numérique. Là, nous sommes au numéro 30 pour la deuxième partie. Et juste après, nous vous proposons une troisième partie, c'est-à-dire épisode numéro 31. Et c'est là que nous allons conclure ce décryptage du bilan du commerce extérieur. Alors, quelles sont les exportations de la RDC à part les minerais? Parce qu'il en a aussi été question dans l'exposé du ministre lorsqu'il nous présentait son bilan. Et, et voilà, nous avons parlé, il nous a donc parlé voilà, de, de quelques chiffres importants, d'export-export, import-export, mais aussi un peu des produits d'exportation de la RDC que beaucoup connaissent, notamment les minerais, les pierres précieuses, mais aussi d'autres produits, notamment agricoles, tels que les VA, la papaye, le bois, le café, dont on parle, que l'on connaît tous, mais dont on parle bien peu lorsqu'il s'agit de comptabiliser les exportations de la RDC. Mais il faut noter que, hormis le déficit de compétitivité internationale de toutes ces filières, c'est-à-dire en quantité et en qualité, ces produits ne sont pas très compétitifs. Hein, les produits que nous exportons de la RDC ne sont pas très compétitifs à l'international. Il y a un vrai problème de quantité, mais aussi un vrai problème de qualité des exportations pour rentrer dans la conformité des normes internationales. Mais le véritable cancer ici reste quand même les exportations de contrebande, comme on peut le voir là. Contrebande à l'est de l'RDC, les exportations aurifères de l'Ouganda explosent à 3 milliards de dollars. Et des papiers comme ça, il y en a des tonnes et des tonnes, vous en voyez à longueur de journée. Et monsieur le ministre, il évoque aussi des machines produites ou montées en RDC comme un important poste des exportations. Mais là-dessus, je ne sais pas si, comme moi, vous avez suivi le décryptage, j'aimerais quand même en avoir un peu plus de précision, un peu plus de détails, notamment pour savoir quelles sont les machines que la RDC fabrique, monte ou réexporte, vers quel marché, pour quel apport au PIB national. Surtout lorsque l'on voit que, comme on voit ici sur ces chiffres de la Banque centrale du Congo, la BCC, chiffre de 2019, on peut vraiment voir que les exportations, les chiffres reliés à tout ce qui est produits industriels et biens d'équipement, comme on peut le voir là, produits industriels, biens d'équipement, ils sont quand même assez minimes. Regardez là, 2018, sur des exportations totales de 15 milliards de dollars. Euh, voilà, biens d'équipement, 7 milliards, produits industriels, surtout les produits industriels, quand même pas 1 milliard, c'est-à-dire moins d'1%, 16 millions seulement de dollars. Ici aussi 10 millions en 2019. Donc, j'étais quand même un peu curieux de savoir à quoi le ministre faisait allusion lorsqu'il s'est quand même félicité de d'exporter des produits industriels, c'est-à-dire des machines que nous faisons venir peut-être d'ailleurs et que nous montons et réexportons vers d'autres marchés. Ce serait une belle découverte pour tout le monde, mais il faut dire que la RDC reste très, très, très
peu productive, très peu compétitive en tout ce qui est, parce qu'on n'a pas d'industrie, en tout ce qui est production de machines et équipements. Donc, on peut le voir par rapport voilà, aux produits miniers, hydrocarbures et même peut-être un peu les produits agricoles, mais en tout cas, tout ce qui est produits industriels, ça reste très, très, très faible. Alors, puisque nous parlons des exportations, j'ai envie de poser une question et quid de l'AGOA? Je ne sais pas vous, mais je n'ai pas entendu un seul mot de Monsieur le ministre sur l'AGOA. Vous savez, c'est l'African Growth Opportunity Act, traduisez loi sur le commerce et les opportunités en Afrique, qui permet l'exportation en franchise de droits de douane, c'est-à-dire duty free, de plus de 5000 produits d'Afrique subsaharienne sur le marché américain. Je vous rappelle, le marché américain, les amis, c'est plus ou moins 300 millions de consommateurs. Alors, vous vous rappellerez peut-être que en 2010, la RDC fut radiée par l'administration Obama de l'AGOA, prétendument à cause des violations de droits de l'homme, et puis réintégrée en 2020 par l'administration Trump. Et oui, l'histoire est têtue, les amis, c'est bel et bien Obama qui nous a chassés comme des malpropres de cette affaire de AGOA, et c'est Donald Trump en personne qui nous a rouvert les portes du marché américain. Je laisse donc chacun tirer ses propres conclusions. Mais la grande question ici, parce que là, je vous ai ressorti un papier, j'aimerais juste mettre l'AGOA sur la table une seconde pour dire, mais avons-nous vraiment tiré profit de cette opportunité? Je vous rappelle, c'est les États-Unis qui ouvrent un marché de 300 millions de personnes à plus de 5000 produits d'origine d'Afrique subsaharienne. Alors, lors de la réintégration, vous allez vous rappeler peut-être, pour ceux qui avaient suivi le film, cette réintégration avait été brandie absolument comme une victoire pour clouer le bec à tous ceux qui, à tort ou à raison, fustigeaient les voyages intempestifs du chef de l'État, voyages souvent qualifiés de touristiques. Et ce ne sont pas mes mots. On peut voir là, et quand Tshisekedi voyage à l'extérieur et à l'intérieur de son pays, et après. Donc, il y a eu quand même pas mal d'encre de salive sur les voyages du président, et c'est encore un sujet tout à fait d'actualité. Mais la réintégration dans l'AGOA fut quand même un motif de fierté. On peut voir là un papier que je vous ai ressorti. Tous les papiers dont je parle, tous les papiers que j'évoque, ils sont toujours inscrits. Les liens, je vous les mets en description de la vidéo. Donc, ça peut faire office de référence et de liens utiles pour vous si vous aimeriez faire du fact-checking, comme pour parler en bon français, donc vérification des faits, mais surtout si vous désirez partir de quelque chose pour approfondir vos propres recherches, pour découvrir autre chose. C'est pour ça que l'on met des références, c'est pour montrer qu'on a appris soi-même, que l'on a appris en recherchant l'information, mais aussi pour la rendre disponible à ceux qui pourraient partir de là pour l'approfondir et pourquoi pas la citer dans d'autres travaux qu'ils auront à présenter. Donc voilà, c'était une parenthèse. Et là, on voit retour de la RDC à la Goa. Désiré Moala parle des résultats des différents voyages de Félix Tshisekedi minimisés par certaines personnes. Donc, ce fut un trophée à Goa, retour dans la Goa. C'était une réussite créditée à l'actuel régime et c'était perçu comme un signal positif et une victoire consécutive à ce que d'aucuns qualifient de voyage intempestif du chef de l'État et de tous ceux qui l'entourent. D'où ma, ma curiosité de savoir qu'en est-il. En tout cas, j'ai suivi le décryptage du ministre. Il n'en a pas dit un mot. Est-ce que la Goa fait encore partie aujourd'hui des priorités de la RDC? Est-ce qu'on a mis un croix dessus? Si oui, alors pourquoi on a fait des pieds et des mains pour être réintégré dans cet accord-là? Ce serait bien d'en savoir plus. Alors, on va évoluer. Quid de la qualité des produits importés, les amis? Donc, le ministre a parlé des laboratoires de l'OCC accrédités au contrôle de qualité des produits importés et exportés, offrant des services notamment aux pays voisins.
Et il s'est félicité notamment d'avoir 17 laboratoires à ce jour, notamment Lubumbashi, Goma, Kolwezi, etc., de standards internationaux et même des pays voisins qui n'a pas voulu citer pour des raisons évidentes, viennent certifier leurs produits. C'est encourageant, c'est bon à savoir. Vous savez, il y a beaucoup à dire sur la qualité des produits vendus sur le marché, mais je ne ferai pas forcément le procès ni au ministère du Commerce extérieur, ni à l'Office congolais de contrôle, parce que par exemple, allez, je prends un exemple tout banal qui me vient à l'esprit, là, les produits pharmaceutiques, par exemple. Que personne ne vienne me dire que la qualité des produits pharmaceutiques en RDC est contrôlée, que personne ne vienne me dire que la grande quantité de produits que nous vendons dans nos pharmacies sont encore, voilà, ne sont pas impropres à la consommation, mais dans la chaîne des valeurs dans la chaîne de conservation, il pourrait y avoir d'autres intervenants. Par exemple, lorsque vous faites venir des médicaments, ils pourraient passer le test, mais le test physico-chimique au niveau de l'OCC. Mais si le médicament est mal conservé, mal entreposé, mal transporté, ça peut faire évidemment que au finish, il n'est pas propre à la consommation. Donc, que le pays investisse dans des laboratoires modernes, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut globalement, avec les différentes parties prenantes, que l'on s'assure que tous ces marchands de la mort, notamment à travers des pharmacies qui vendent absolument n'importe quoi, puissent être mis hors d'état de nuire. Mais pas seulement les pharmacies, il y a la nourriture et bien d'autres produits. On peut le voir ici, plus de 200 millions de produits destinés à la RDC identifiés non conformes par BIVAC et l'OCC pour la période 2020-2021. Un véritable problème au niveau de la RDC. Le ministre s'est d'ailleurs félicité que l'OCC ait récemment saisi 29 tonnes de tilapia avariées en provenance de Chine, ainsi qu'une grosse cargaison du PAM, par exemple. Celle-là, elle contenait de la farine de froment qui était à peine à 2 semaines d'expiration. Voyez-vous, donc voilà, il y a des gens y compris des ONG qui ont pris des mauvaises habitudes comme ça de penser que le Congo est un dépotoir où on peut ramener sa farine de froment à 2 semaines d'expiration parce que de toutes les façons, ils ont faim. Ça, c'est des choses qu'ils n'oseraient jamais faire chez eux, là d'où ils viennent dans leur pays. Mais bon, quand on a un pays ouvert aux quatre vents, quand on a des frontières poreuses, on invite un peu tout ça. Mais c'était une bonne chose, ces saisines. Mais alors, permettez-moi quand même d'être dubitatif sur ce genre d'action coup de poing. Vous savez, le ministre s'est beaucoup félicité voilà, du fait de saisir ces cargaisons. Il faut du courage, je l'avoue. Je pense qu'on n'a pas beaucoup vu ça dans l'histoire récente du pays. Mais ma question est la suivante. Pourquoi faut-il la présence d'un ministre de la République pour mettre la main et détruire une cargaison impropre à la consommation, si importante soit-elle? Moi, je plaide pour un esprit dans lequel pareils forfaits sont dénoncés et interceptés anticipativement. Franchement, on se connaît un peu dans ce pays-là et souffrez que j'ai un petit doute lorsqu'on me dit, voilà, on vient de brûler autant de tonnes, on vient d'incinérer autant de tonnes de poissons avariés ou de produits et comme par hasard, ça coïncidait avec le passage du ministre par là qui revenait de mission en Zambie. Écoutez, c'est une belle action. C'est pas moi qui vais la critiquer, mais ça ressemble quand même à allez, tape à l'œil, coup de poing pour montrer qu'on fait quelque chose. C'est déjà ça, mais je pense que moi personnellement, je suis persuadé qu'il s'agit ici tout simplement de la pointe émergée d'un grand iceberg de corruption, de contrebande, de tonnes et de tonnes de produits impropres à la consommation qui entrent frauduleusement dans mon pays chaque jour que Dieu a créé. À cause de la porosité des frontières, évidemment, mais surtout à cause de l'état d'esprit pourri. Eh bien, je pèse mes mots, état d'esprit pourri d'une population en général prête euh, à tomber dans la corruption, dans les COP, vous savez, dans le Made Suyabana, dans vous savez, Tumilonge Tobatoto. C'est ça l'état d'esprit. Là, on est en train de parler des symptômes. Mais l'état d'esprit, les racines du mal, c'est un peu ça. L'état d'esprit, mais alors, tout est à reprogrammer. Les gens sont enclins
à accepter ce genre de choses. Parce que s'il a fallu la présence d'un ministre pour confisquer, saisir et brûler de la marchandise avariée, ben, qu'en est-il des, ça c'était un jour de l'année, qu'en est-il des 364 autres jours de l'année et tout ce qui passe par là? Il faut quand même qu'on se prenne au sérieux à un moment dans ce pays-là. D'ailleurs, nous reparlerons bientôt de cette reprogrammation nécessaire de nos mentalités collectives, des mentalités en amont, en aval et aussi, vous savez, il y a la corruption, c'est un acte isolé, mais il y a des causes en amont, il y a des conséquences en aval, il y a des choses qui se passent en amont qui préparent le lit de la corruption. On en parle souvent très peu. Et puis, il y a ce qui se passe après. Là, c'est peut-être quand quelqu'un est arrêté, jeté en prison, corrigé, on en fait un exemple. Là, on en parle beaucoup. Alors, moi, tout ce que je vais demander à ce stade, c'est qu'on ne confonde pas les causes pour les conséquences. Il y a une véritable reprogrammation des mentalités à créer dans le chef de nos compatriotes pour que la corruption devienne inacceptable. Que ce soit quelque chose, évidemment, zéro corruption, c'est un idéal, ce n'est pas forcément un objectif euh, réalisable, mais ça devrait rester un idéal et surtout, tout doit être fait pour que ensemble, en tant que nation, nous tendions vers là. Voilà, il y a ensuite eu l'adhésion aux blocs régionaux, vous savez, ZLECAf, SADC, East African Community. La question, c'était pour quels objectifs, dans quelle logique, à quelle logique répondent toutes ces adhésions en vrac de mon pays. Aujourd'hui, c'est COMESA, SADC, CEAC, ZLECAf, East African Community, etc. Et pour le ministre, c'est une bonne chose pour monsieur le ministre. Tout ça répond à une logique d'accélération de la coopération et intensification du commerce avec évidemment les 9 pays voisins de la RDC, ainsi que le reste de la région. Donc, développer des chaînes de valeur, promouvoir les investissements, signer des accords sur la non-double taxation, etc. Tout cela est très beau. Il faut aussi privilégier les accords bilatéraux, à continuer, monsieur le ministre, notamment avec les pays considérés comme stratégiques, tels que la Zambie, et ça, je l'approuve. Vous savez, la Zambie par laquelle transite l'écoulement des minerais extraits du Katanga et qui contribue à une très grande partie des recettes en devises et du PIB de la RDC. Alors, pour rappel, les amis, l'Afrique, comme vous pouvez le voir sur votre écran en ce moment, l'Afrique, c'est une multitude de blocs régionaux. Vous savez, depuis quelques années, vous avez la ZLECAf, qui est une tentative de fédérer un peu pas mal de tout ça. Et voilà, des fois, ça ressemble un peu à des clans régionaux, mais bon, on a commencé par des clans sous-régionaux et puis on remonte un peu dans des unités beaucoup plus cohérentes, en tout cas au moins sur le papier. Mais une fois que j'ai dit cela, il faut reconnaître qu'autant on pourrait être plus fort ensemble à l'échelle globale en Afrique, autant il y a une certaine hétérogénéité en Afrique qui peut parfois justifier la concentration sur des petits blocs sous-régionaux plus restreints, plus cohérents entre peuples, très proches bien sûr, d'un point de vue culturel et bien d'autres points de vue économiques. C'est souvent les mêmes peuples. Voilà. Donc, les sous-ensembles régionaux un peu plus petits, parfois, font plus sens, sont plus cohérents, quitte à construire à partir de là des passerelles vers les autres blocs. Voyez-vous? Et donc, plutôt que l'obsession à l'intégration dans ces gros machins, alors quand je dis machin, c'est pas pour être péjoratif, mais c'est un clin d'œil historique, une référence historique à Charles de Gaulle qui avait parlé des Nations Unies comme un machin. Donc, si vous connaissez l'histoire, vous comprendrez pourquoi j'ai tendance à appeler ces choses, ces ensembles, surtout lorsque je suis pas d'accord ou lorsque j'ai des réserves, comme des machins. Ce n'est pas pour être irrespectueux, mais c'est un clin d'œil historique. Si vous connaissez l'histoire, vous connaissez. Et voilà, je disais donc que cette obsession à l'intégration, parfois dans des ensembles, dans des machins tellement hétéroclites, voilà, qu'on passe une année juste à déterminer quelles langues seront reconnues comme lingua franca.
parmi ces millions de langues, parmi ces milliers de langues que nous avons en Afrique. Ensuite, on part une autre année, on va y aller sur une autre année pour déterminer qui va abriter le siège. Ensuite, une autre année à convaincre tous les poids lourds d'adhérer, comme on l'avait vu, on en a parlé dans la partie précédente, épisode numéro 29. On a touché un mot sur le Nigeria qui a traîné les pieds avant de rentrer dans l'ASLECAF, le temps de garantir la survie de son industrie locale. Décision d'ailleurs que moi, j'approuve et la RDC devrait faire pareil, car c'est ainsi que se comporte un pays qui connaît sa valeur stratégique à l'échelle régionale, à l'échelle continentale. Ah, c'est juste une belle représentation de tous ces ensembles. UMA, Sensad, COMESA, CEA, CEAC, CEDEAO, IGAD, SADC. Donc, voilà, tout y passe. C'est un peu tous les ensembles. Il y a les CAF qui chapeautent un peu tout ça et qui a fait un bel effort pour fédérer. Et la RDC fait partie de pas mal de tous ces sous-ensembles-là. Mais alors, je ne sais pas si la RDC aurait pu convaincre qui que ce soit de nous attendre, par exemple, comme le Nigeria. En l'état, je ne sais pas si on aurait eu cette influence-là. Vous savez, il y a eu beaucoup de levées de boucliers, il y a eu beaucoup de gens qui étaient vraiment aux abois, qui étaient tout à fait mécontents sur le Nigeria, mais le Nigeria n'a pas bronché parce qu'il connaissait sa force. Mais vous savez, c'est comme lorsque, allez, je vous donne un petit exemple, une petite image, on va ensemble, vous et moi, à une fête, et je passe te chercher, je te trouve presque prêt, juste à finaliser ton maquillage, tu me demandes de t'attendre. Certes, je suis un peu embêté car on risque d'être en retard, mais ça passe. Mais imagine-toi maintenant que je te trouve sous ta couverture en train de ronfler, puis tu me demandes de t'attendre alors que tu n'es ni réveillé, ni lavé, ni habillé, encore moins maquillé. Ce serait une toute autre histoire. Bref, j'ai un peu grossi le trait, mais vous voyez un peu la logique. La RDC devrait peser, mais parfois pour peser, il faut être crédible. C'est un peu ça que je suis en train d'essayer de vous illustrer par ce propos. Alors, en définitive, je pense qu'un pays aussi stratégique que la République démocratique du Congo, les amis, devrait, pour protéger ses intérêts, et parfois au détriment des accords, je dis bien au détriment des accords régionaux, privilégier des accords bilatéraux de pays à pays, c'est-à-dire bilatéraux, de pays à pays, pour un but précis. Dans ce registre, par exemple, j'approuve totalement, comme je le disais, ce que le ministre Jean-Lucien Boussa venait de décrire par rapport à la Zambie. Vous savez, la Zambie est un pays très stratégique pour la RDC, ne serait-ce que par sa géographie. Regardez, la zone minière en RDC, c'est à peu près ça, le Katanga et tout ce qu'il y a ici. Et il y a pas mal de minerais qui sont exportés vers l'Afrique du Sud, Durban, quitte à aller en Chine, voilà, en Orient et peut-être ailleurs à travers le monde, voyez-vous. Et, et ce passage, il est critique aujourd'hui. La quasi-totalité de ce que nous produisons ici et passe par la Zambie. Et donc, la Zambie est un pays stratégique et ça fait du sens qu'on ait des arrangements bilatéraux, euh, voilà, avec un pays aussi stratégiquement placé par rapport à notre pays. Mais attention les amis, une fois que j'ai dit ça, j'aimerais préciser que j'approuve une telle stratégie seulement dans la mesure où nous avons une vision claire pour diversifier nos propres voies d'écoulement des exportations. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on dit, OK, la Zambie est stratégique, on va avoir un accord bilatéral, très bien. Et puis demain, quand on aura des relations tendues avec la Zambie, quand la Zambie aura compris que de toute façon, tous les voisins de la RDC sont en train d'aller se servir, ils sont en train d'amener leurs soldats, sont en train d'envahir, ben, peut-être que la Zambie, qui sait, aujourd'hui, j'imagine qu'on est au beau fixe avec la Zambie, mais qui sait quels appétits pourraient venir dans les jours, dans les mois, dans les années à venir. Et puis, les Zambiens vont aussi nous attaquer. Et puis, on sera à couteau tiré. Et puis, on fait quoi? Moi, je pense qu'il faut savoir prévoir notre propre autonomie, notre propre indépendance. Et pourquoi pas donner un sérieux coup d'accélérateur, par exemple, au port en eau profonde de bananes sur le littoral congolais. On est là, voyez-vous, la côte congolaise. On en a déjà parlé dans d'autres numéros.
nos 40 kilomètres de côte qui sont là. On sait que beaucoup de ces minerais, par exemple, proviennent de là. On est dans le Katanga, on est à l'est, partout ici. Qu'est-ce qu'on attend pour construire de véritables infrastructures? On a un fleuve qui fait ça. Et on a pas mal d'infrastructures, rails, trains, routes, rails, complètement délabrés qui pourraient suivre le tracé du fleuve ou d'autres tracés, mais en tout cas, faire tout pour que notre production arrive à être évacuée par notre propre littoral. Et d'ici, elle pourra aller vers l'Occident, si c'est vers là qu'il y a les commandes, elle pourra aller vers l'Orient. Évidemment que ça pourrait être un peu plus long que la voie directe vers Durban, mais vous savez, les amis, l'autonomie n'a pas de prix. L'indépendance n'a pas de prix. Il faut faire ce qu'il faut faire, mais c'est pas une affaire de, allez, voilà, peut-être qu'on le fera. Ça doit se faire à un rythme martial, ça doit se faire à un rythme, mais alors c'est une affaire de vie ou de mort. C'est pas un luxe, le désenclavement de la RDC, les amis. C'est une affaire de survie de l'État. Prenons l'exemple de East African Community. Vous savez, on venait d'en parler, l'adhésion de la RDC à ce que j'ai appelé ce machin, en référence à Charles de Gaulle, lorsqu'il parlait des Nations Unies. En l'état, elle ne peut pas être dans l'intérêt de la RDC, pour plusieurs raisons. Vous savez, je vous ai fait un numéro où j'ai essayé d'être assez positif, assez modéré. Et je vais vous décrire au moins une raison pour laquelle cette affaire ne peut pas être bon pour nous en RDC. Regardez le désenclavement du centre de la RDC, la fracture infrastructurelle entre l'Ouest et l'Est. En RDC, là, on a comme un désert. Voyez-vous? On a beaucoup de choses qui se passent à l'Est, les minerais, il y a beaucoup de choses qui se passent, de la richesse qui est produite au sud, au sud-est aussi. Évidemment, Kinshasa, il y a pas mal de choses qui s'y passent, mais Kinshasa ne produit pas de la richesse. Kinshasa, c'est l'administration, c'est le pouvoir politique, et c'est une métropole de près de 20 millions d'habitants, donc il ne peut pas rien s'y passer. Ça bouge, évidemment. Mais on a toute une région qui est un désert de tout, désert médical, des aires infrastructurelles, des aires intellectuelles, parce que toutes les élites, évidemment, ont fui vers les grands centres, vers le sud, Lubumbashi, vers l'ouest, Kinshasa, vers l'est, Goma, Bukavu, ou alors vers l'étranger. Voyez-vous? Donc moi, j'ai pu relever des incongruités dans la relation, par exemple, entre la RDC et d'autres blocs régionaux, notamment la SADC. Vous savez, la RDC appartient aussi à tout ce bloc au sud qui est la Southern African Development Community, SADC, Communauté de développement des États d'Afrique australe. Mais aujourd'hui, je ne le ferai pas. Je ne mettrai pas en avance les inconvénients, par exemple, de la SADC, tout simplement parce que le bloc SADC n'a jamais posé de menace existentielle à la RDC. Oui, il y a eu des incohérences. Par exemple, le manque criant de réciprocité diplomatique qui fait que, voilà, par exemple, les citoyens de la SADC, tous les citoyens de la SADC, de cet espace, ils rentrent dans ce qui pouvait être considéré comme l'Eldorado sud-africain, sans visa, ou avec des visas volants que l'on retire à l'aéroport en 2 minutes, en deux temps, 3 mouvements, sauf la RDC. Pour que la RDC rentre en Afrique du Sud, il faut faire des pieds et des mains, c'est des procédures à n'en pas finir. Chacun de nous connaît quelqu'un dont le visa sud-africain a d'ailleurs été rejeté, décliné récemment. C'est devenu presque impossible de rentrer en Afrique du Sud en tant que Congolais lorsqu'on n'est pas une autorité, lorsqu'on n'est pas bien connecté au niveau de l'ambassade. Voyez-vous? Donc, il y a eu des équilibres commerciaux aussi, mais jamais un État de la SADC est rentré en RDC pour y rester. Il y a eu des interventions, même militaires, ponctuelles, Angola, Zimbabwe. Mais on n'a jamais vu de velléité hégémoniste de la part des pays de la SADC. Zambie, Angola, ce pas des pays avec lesquels on a toujours eu des relations tout à fait tranquilles. Rappelez-vous des gendarmes katangais, les guerres du Shabbat, 77, 78. Mais à chaque fois, nos États voisins du Sud ont tenté de
déstabiliser un régime congolais, c'était de manière ponctuelle pour des raisons conjoncturelles. Par contre, avec ce machin de East African Community, les amis, donc tout ce qui se passe à notre versant Est ici, voyez-vous, je pense qu'en dépit de tout ce que j'ai essayé de faire, notamment dans la première vidéo, pour être un peu objectif, un peu positif, un peu optimiste, eh ben, j'ai donné la chance à cette initiative, mais aujourd'hui, la conjoncture, ou plutôt l'actualité, me donne tort complètement. L'actualité me donne tort parce que, voilà, je pensais que toutes ces passerelles économiques que le président de la République, Félix Tshisekedi, a pu aller, toutes ces passerelles économiques qu'il a pu essayer de construire, allaient surtout nous éviter la guerre, allaient favoriser la paix dans la région des Grands Lacs. Hélas, lorsqu'on regarde l'état d'esprit des forces en présence, mais surtout lorsqu'on regarde la mauvaise foi des uns et des autres, qui sont programmés pour voir la RDC uniquement comme une vache à lait, une terre à balkaniser à tout prix, un peuple et des richesses à exploiter. Et quand je dis programmé ici, entendez-le dans le sens vraiment, dans le sens purement informatique du terme. C'est-à-dire que leurs cartes mères, leurs cartes mémoire, leur câblage intellectuel sont conçus pour ne pas obéir à autre chose que cette logique-là. C'est comme un algorithme informatique, il ne réfléchit plus, il a été conçu et il ne fait qu'exécuter une suite logique d'étapes conçues à l'avance. C'est un peu comme ça que se situe cette, cette East African Community et c'est pour ça que je suis de plus en plus convaincu que ça ne peut pas marcher. En tout cas, pas aussi longtemps que notre État est en train de se reconstruire et donc manque, manifeste parfois des carences par rapport à sa propre protection, l'intégrité de son propre territoire. En attendant qu'on ait acquis ce niveau de force, de maturité, ce genre d'accord ne peut pas nous être bénéfique, je regrette. Alors, entre-temps, mon État, lui, il s'époumonne, avec mon président de la République en tête, à multiplier les déclarations fraternelles, trop souvent poignardées dans le dos d'ailleurs, il faut le dire, engager la République, autrement dit, hypothéquer l'avenir de nos enfants. Il faut être pragmatique, les amis. La RDC, surtout dans sa partie Est, comme vous pouvez le voir là, eh ben, elle représente un enjeu de survie pour tous nos voisins qui vous sont assurés ici. Tous ces gens-là, tous ces gens-ci. Personne ne peut objectivement vouloir que la RDC soit totalement forte, totalement maîtresse de ces 2 345 000 km². C'est un enjeu de survie pour eux. Donc, ce n'est pas eux qui viendront nous rendre forts. C'est nous qui devons devenir forts nous-mêmes, sécuriser notre territoire, quitte à commercer, quitte à avoir des relations diplomatiques comme tout autre pays. Aujourd'hui, je ne pense pas que le Canada peut avoir soudain des idées que, oh là là, là les États-Unis, c'est un si beau pays, si grand pays, essayons de l'annexer ou essayons d'en prendre une partie. Ni le Mexique, ni Cuba, ni tout ce qui peut se rapprocher des États-Unis. Évidemment que notre situation avec nos voisins, elle est infiniment plus complexe que certains pays qui n'ont que 2 voisins, mais il n'y a personne, alors personne qui viendra mener cette bataille pour nous. Sans exception, tout ce monde, personne n'a intérêt à ce que la RDC soit forte et maîtrise ses frontières et maîtrise son commerce international notamment. Donc, il est plus que naïf d'attendre la bonne volonté de tous ces régimes voisins. Qu'on s'entende, je parle bien de régimes et pas des peuples. Je parle ici de politique et non de sociologie. Vous savez, les peuples, ils sont voisins. Certains se considèrent comme frères, qu'on le veuille ou non. Et ils partagent le même destin. Ils sont ensemble, ils sont liés par un même destin, ne fût-ce que par la géographie, les mixages culturels, génétiques, historiques, au fil des ans, à travers l'histoire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous savez, je donne un petit exemple. C'est comme lorsque vous prenez, allez, j'ai 3 enfants, je suis congolais,
Mon épouse est congolaise. Je ne vais pas rentrer dans de père et de mère parce que, voilà, on risque d'aller dans tous les sens. On a bien plus important à faire en ce moment en RDC, même si ce problème-là n'est pas totalement banal, mais ce n'est pas notre sujet du jour. Je suis congolais, mon épouse aussi. On a 3 enfants. Supposons que mon fils aille épouser une Burundaise. Ils font des enfants. Ces enfants-là sont, allez, congolo-burundais. Mon second fils va épouser une Rwandaise. Ils font des enfants qui sont des Congolo-Rwandais. Troisième enfant, ma fille épouse un Ougandais. Ils font des enfants qui sont Ougando-Congolais. Pour moi, tous ces enfants de mes enfants, ce sont mes petits-enfants. Et surtout, entre tous ces enfants-là, que je le veuille ou non, ce sont des frères. Extrapoler cet exemple à l'échelle de toute une région, tout un peuple, toute une ville, où il y a des mariages croisés, où il y a des peuples, où il y a des villages, où il n'y a qu'une ruelle qui sépare un pays de l'autre. Donc, j'entends très bien la notion de fraternité, mais pour moi, elle se limite au peuple, à l'aspect sociologique, pas à l'aspect politique, étatique. Parce que lorsqu'on est un régime, c'est-à-dire qu'on a en main la destinée et la survie de son peuple, c'est-à-dire sans état d'âme. Alors, attendre une bonne volonté des régimes voisins, cela va au-delà de la naïveté. Vous savez, en tant qu'individu, il peut m'arriver d'être naïf, trompé, induit en erreur, pourquoi pas? C'est normal, car les humains, allez, on est des êtres subjectifs, émotifs, conduits souvent par des humeurs, des états d'âme. Mais en revanche, les États, eux, on dit qu'ils sont des monstres froids. Les États, ils ne parlent pas de naïveté. Le terme consacré, lorsqu'on fait des erreurs à ce niveau pour les États, je pense que c'est trahison. Et personnellement, je vous dis tout de suite, j'aimerais pas qu'un jour le régime actuel en RDC soit accusé d'une telle horreur. Car évidemment, elle coûterait trop cher, non seulement dans les urnes, mais aussi logiquement devant la justice. Soyons cohérents, les amis, allons jusqu'au bout des idées. À bon entendeur, salut. Alors les amis, j'espère que vous avez aimé. Partagez cette vidéo, aidez cette chaîne à grandir et ensemble, vous et moi, essayons un tant soit peu d'éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. À très bientôt pour la troisième et dernière partie de ce décryptage du commerce extérieur en RDC. Et d'ici là, abonnez-vous. Prenez soin de vous et des vôtres. Le vôtre, c'est Dr Jean-Paul Mouka, je vous dis à tout à l'heure. Chap, chap.